Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nicolas Kazadi, le poids du silence. 30 juin 2024, un journaliste en ligne congolais titre « Sale temps pour Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, RDC ». Englué dans la très médiatisée affaire de surfacturation des forages, l'ancien argentier de la République a été empêché de s'envoler pour Paris le samedi 29 juin 2024. Malgré l'autorisation du procureur général près la Cour de cassation, Nicolas Kazadi va rester au pays. Après les formalités d'usage, les services de migration lui ont refusé l'accès à la salle d'attente de l'aéroport de Njili. Les réseaux sociaux s'enflamment. Ndeko Nicolas Kazadi, effectivement Nicolas Kazadi, Azali plus que Paul Kagame. C'est-à-dire qu'il y a par dérogation, il y a par procuration. Je peux vous démontrer que M. Nicolas Kazadi est effectivement un criminel économique. Des accusations de tentatives de fuite surgissent de toutes parts, alimentées par des milliers de messages. Moi, j'ai vécu ici quelque chose de digne de Hollywood. Hein. Pourtant, ce que des millions de Congolais ignorent, c'est qu'au même moment, à 30 km de l'aéroport, du côté de Ngaliema, Nicolas Kazadi venait à peine de rejoindre sa famille dans la maison familiale, partageant un dîner. Aucun voyage n'était prévu ce jour-là. Et tout ça, c'est des journalistes connus, hein, vos amis, vos collègues. Le lendemain, il s'envole finalement pour Paris, en toute légalité. Mais pas sans que de nouvelles accusations de fuite ne s'abattent sur lui. La polémique enfle de nouveau sur les réseaux sociaux, renforçant la campagne de lynchage. Tentatives de fuite, détournements massifs, attaques visant même ses proches. Nicolas Kazadi est pris pour cible. On a l'alité, mon colossal Nicolas voyager. Non, qui passe si na motema. Mais mbongo esukoli eche veste na parfum, mbongo ezui visa. Mbongo komi na France, mbongo boki ngunda, ezonga katetile. Sengas muibi azalate. Ya suka wa Nicolas Kazadi, j'espère qu'à kozonga pour babengisi na justice. Le 17 juillet 2024, Nicolas Kazadi revient au pays, cette fois sans couverture médiatique. Mais pour lui et sa famille, la tempête médiatique a laissé des traces. Pendant plusieurs mois, ils ont été les cibles d'un lynchage sans merci, où chaque mouvement, chaque rumeur devenait une attaque personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, plusieurs mois après ces événements, Nicolas Kazadi prend la parole pour la première fois. Dans cette deuxième partie de son entretien exclusif, il revient sur les jours qui ont suivi ces accusations, sur les répercussions qu'elles ont eues, non seulement sur sa carrière, mais aussi sur sa famille. Ma plus grande souffrance, c'est pas pour moi, mais c'était pour les gens autour de moi. Ma mère qui a 84 ans, mon épouse qui a toujours cheminé avec moi, qui ne méritait pas toute cette opprobre. Comment fait-on face à un tel déferlement d'accusations où même la rumeur de sa mort a été propagée? Nicolas Kazadi dévoile ce qui s'est réellement passé. Comment a-t-il vécu cette période tumultueuse à la fois politiquement et personnellement? Quel est son avenir politique? Vous vous voyez occuper encore un autre poste ici en République démocratique? Madame, je ne suis pas chômeur, je suis député national. Sur le plan politique, je parle d'un poste, fonction, mais un autre beaucoup. Où en sont ses relations avec le président Tshisekedi? Je l'ai fait parce que j'avais le soutien du président de la République. Dans cette deuxième partie de l'interview, face à 4 journalistes, l'ancien ministre des Finances se livre comme jamais. Un entretien exclusif à ne pas manquer. Alors nous abordons un autre sujet, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez compléter chacun sur ces sujets-là. Finalement, on parle de lampadaires, on parle de forage, mais on parle aussi d'Arena, on parle aussi des centres financiers, on parle de l'aéroport, c'est toujours les ministres des Finances, c'est toujours vous au cœur de tout cela. On a l'impression qu'il y a une culture, et le terme n'est pas de moi, on parle de culture de la frappe. Vous savez pourquoi tous les hommes d'affaires et les grands groupes sérieux ont peur de venir en RDC? Justement à cause de ça. On fait tellement de bruit pour un oui, pour un non. Parce que le Congolais, en général, est très porté sur ça, sur les commissions et tout. Et donc, le premier réflexe, c'est de soupçonner l'autre d'être comme lui-même il est. Je vais vous dire, il n'y a pas un projet plus transparent et plus efficient, c'est-à-dire rapport qualité-prix, que le centre financier, le centre des congrès et l'Arena. Je peux vous en faire la démonstration. Le centre financier a été fait au coût de 1800 $ le mètre carré et pour la plus grande partie en incluant le mobilier.
vous n'avez pas un prix aussi compétitif pour cette qualité-là. Ça, c'est un fait. Personne ne peut... On peut dire ce qu'on veut, ça, ce sont des faits qui s'imposent. Il a été fait en un temps record qui n'a jamais été atteint dans ce pays. Et pour m'assurer que les choses se passent correctement, que je sois blanc comme neige dans ce dossier, j'ai fait le choix de recruter une entreprise d'envergure internationale pour le contrôle, pour tous les contrôles, justement pour me prémunir de ce genre de critiques. On a choisi, à l'issue d'un processus compétitif, d'un appel d'offres restreint, une entreprise française qui s'appelle Gémeaux, qui est la même, qui a fait le contrôle de Bercy en France, qui a fait le contrôle de l'Arche de la Défense à Paris, qui a fait le contrôle du complexe de l'Union européenne au Luxembourg, qui a fait le contrôle de projets en Angola, en Algérie, au Gabon. Donc c'est une signature internationale connue. J'ai fait ça exprès, justement pour me prémunir. Parce que je sais que le contrôle est notre point faible. Et cette entreprise elle-même témoigne qu'elle a rarement vu, y compris dans les pays développés, un projet aussi efficace, un projet aussi efficient. Et que ce projet peut se mettre à côté de n'importe quel grand projet similaire dans le monde. Peu de temps après l'inauguration, ou avant ou après, je ne sais plus, non, après, ce bâtiment, ce complexe, centre financier, centre de conférence, a reçu un prix international de la meilleure architecture qui combinait bureaux, etc. C'est pour vous dire que nous avons amené le niveau au-dessus. Et comme dans un panier à crabes, on veut nous ramener en dessous. Mais si des gens peuvent faire mieux, qu'ils le fassent. Mais moi, je suis plus aux affaires. Qui a financé les centres financiers? Voilà. Qui a financé Arena? Il y a eu aussi une polémique, venue de l'IGF toujours, parce qu'il a dit devant moi que, voilà, il était censé préfinancer, il n'a pas préfinancé, il a travaillé avec l'argent qui venait d'ici. Mais ce sont ce genre de raccourcis simplistes qui m'attristent quand ça vient d'une institution aussi prestigieuse. L'engagement contractuel pris avec le groupe Milvest était de construire, il recevait 15% au démarrage, et puis il recevait un montant mensuel moyen qu'on ajustait en fonction des factures introduites. Et il n'amenait rien. Non, ça c'est l'engagement contractuel. Ça veut dire que si on suivait le contrat, ce projet allait faire 3 ans ou 4 ans. L'engagement politique pris par le prestataire, avec la bénédiction du président Erdogan, était de dire « nous allons préfinancer pour accélérer la fin du contrat avec comme objectif de permettre une inauguration avant fin décembre 2023. » Et ils l'ont réussi. Laissez-moi vous donner des détails de chiffres. Lorsque nous payons environ 5 millions par mois pour le centre financier, 5-6 millions pour le centre de conférence par mois, arrivé en novembre, début décembre 2023, peu avant l'inauguration, les travaux effectués justifiaient un paiement de 200 millions que nous n'avions pas payé, que nous devions encore aux prestataires. Ça veut dire qu'il a réellement préfinancé. Et comment il préfinance? Tout est venu de l'étranger. À part peut-être le ciment, les barres de fer, encore que même les barres de fer, parfois, c'est venu de l'étranger. Et donc, il a préfinancé. Il avait 2-3 000 employés ici, ce qui a permis de terminer en décembre, d'assurer l'inauguration en décembre, mais nous n'avions pas payé. Ce n'est que quelques jours avant l'inauguration que nous avons pu débloquer un crédit sur lequel nous étions depuis plusieurs mois auprès d'une banque privée de 100 et quelques millions. Il avait pris un premier acompte d'environ 100 millions, ce qui a diminué la dette. Et à partir de janvier, nous avons continué à réduire la dette. Et au moment où nous parlons, nous avons réussi quasiment à couvrir la dette pour ce qui est du centre financier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aussi au centre financier? Pendant qu'on faisait les travaux, il y a des nouvelles initiatives qui ont donné lieu à des avenants. Mais c'est allé tellement vite que parfois les avenants ont été finalisés après. Mais tout dans la transparence. Il y a eu quelques autres contraintes. Le bâtiment qui doit abriter l'hôtel Marriott, dont nous sommes propriétaires du gros œuvre, eh bien, on a dû également, à cause des exigences de Marriott, ajouter 1 ou 2 étages. Alors, et puis on a dû faire la voirie. On a dû faire les évacuations des eaux jusqu'au fleuve. C'était des techniques qui n'existent pas chez nous. Et c'est le Turc qui a eu la charge de le faire, en accord avec l'OVD. Donc c'est pour vous dire qu'on n'était pas dans un esprit de gagner de l'argent ou de s'enrichir. On était dans un esprit de faire au meilleur prix
pour le bien du pays. Il y a eu aussi le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, vous avez la technologie qui a couvert le ministère. Elle est connue dans le monde entier. Il faut aller vérifier les prix, comparer, au lieu de dire, bah, chez Peinture, il y a 6 millions. Vous voyez des raccourcis pareils, et il n'y a pas de journalistes pour les défendre. On était à 290 millions. Il y a eu une série d'avenants qui ont compté pour 100 millions, donc on peut arriver à peu près dans ces eaux-là. Mais il y a eu d'autres projets. Il y a eu un camp militaire qui a été fait. Il y a les 1000 maisons qui sont à 40 millions de dollars environ. Finissons avec le prix. L'Arena. L'Arena est un projet qui tenait à cœur au président de la République depuis le début du mandat. Il souhaitait offrir à la jeunesse cet ouvrage pour motiver les jeunes sportifs que nous sommes et les amener plus loin dans cette idée d'avoir... Parce qu'on est un pays de 100 millions d'habitants, on a besoin d'être à la fois un pays de champions et puis un pays de rencontres. Et donc, dans cette vision, qui est un élément important, hein, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est important, il a voulu cette arène. Au début, je lui disais, nos finances ne sont pas suffisamment solides pour s'engager là-dedans. Et dès qu'on a vu qu'on avait des performances, on a dit, bon, on y va pour l'arène. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise turque qui s'appelle Souma, qui a fait beaucoup d'ouvrages à travers l'Afrique, pour justement faire cette arène. C'est la même entreprise qui a fait l'arène à Kigali, qui a fait à Dakar, qui a fait des ouvrages en Guinée équatoriale, un peu partout. Et ils ont commencé à discuter, et lorsque on était en train d'essayer d'évaluer est-ce qu'on peut se l'offrir, avant de passer à la phase technique. Et donc, lorsqu'ils ont avancé, à un moment donné, ils sont allés finir les discussions à Istanbul. Et j'avais mes conseillers dans l'équipe. Et ils ont signé un PV qui concluait qu'on allait faire l'Arena de 20 000 places à 125 millions de dollars. Alors, moi, je prends note, je prends acte. Je suppose que le travail est bien fait. Et puis, ils se donnent rendez-vous, on était en avril, ils se donnent rendez-vous en juin pour la signature du contrat en présence du Premier ministre avec les ministres concernés en juin. En juin, on est devant le Premier ministre, on nous amène les signataires, nous signons. Il y avait le ministre des Sports, le ministre des Infrastructures, il y avait moi. On finit de signer, on prend les signataires, on rentre au bureau et le lendemain, mon conseiller financier, Vageni Paipai, m'envoie un message. Il dit, Monsieur le ministre, quand nous avons terminé à Istanbul, nous avons signé un PV, on avait trouvé un accord sur 125 millions pour 20 000 places. Là, on vient de vous faire signer 175 millions. Je ne sais pas d'où vient la différence de 50 millions. Alors, je m'inquiète parce que c'est une responsabilité. Je prends son message, je l'envoie au chef de l'État pour dire, il me demande c'est qui ça, je l'explique. Il me dit, ah non, il n'est pas question qu'on se fasse avoir comme ça. Il faut clarifier ça, il faut revoir. On commence des discussions. Je ne sais pas vous dire qui a fait quoi dans cette affaire, qui est responsable de quoi, je préfère même ne pas le dire, mais il se trouve que j'ai dû faire marche arrière à la République et remettre en question ce contrat. Donc il y avait la frappe dedans, là. Alors, finalement, on finit cette étape et à un moment donné, un jour, on est en train d'évaluer le projet centre financier, centre de conférence. J'étais là, M. Touran Mildon de Milvest était là. Et dans la conversation, le président demande, mais dites-moi finalement, combien ça coûte pour faire une arena? Et M. Touran dit, Monsieur le Président, je ne veux pas entrer dans ce dossier parce que le Turc qui a fait ce que vous savez là est un concurrent. Et si je prends position, il me fait déjà la guerre, je ne veux pas d'histoire. Il dit non, dites-moi c'est combien. Et finalement il dit, je vais vous dire la vérité, le cabinet d'architectes qui a fait ce projet est le même que j'utilise. D'ailleurs, j'ai des actions dedans. Je connais tout le dossier. Pour faire une arena sportive, en Europe, le prix en Europe, le coût de production, sans les bénéfices, c'est 3 000 € par siège. Donc, si vous faites 20 000 sièges, c'est 60 millions d'euros le coût en Europe. Maintenant, en Afrique, vous ajoutez quelque chose parce que c'est en Afrique, et le président lui demande, mais dites-moi, si je vous demande de le faire, vous pouvez le faire à combien? Il dit, ah, Président, je préfère ne pas le faire parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, je ne veux pas de conflit avec mon compatriote. Il dit, si c'est à vous de le faire, puisque l'autre est défaillant, vous le ferez à combien? Et finalement, il dit, entre 100 et 110, en tout cas pas plus de 120. Et le président qui dit, bon, si c'est comme ça, il faut revoir avec, il me demande de revoir avec mes collègues comment faire pour que lui prenne le dossier.
Et il me dit même de notifier à l'autre qu'on ne sera pas en mesure de payer puisque à cause de ces discordances sur le prix. J'écris la lettre à l'autre, le dossier tombe. Et finalement, M. Milvest nous refait un devis et il tombe à 103,9 millions. Mettons 104 millions de dollars. Il dit voilà le prix pour faire l'Arena. C'est comme ça qu'on est allé sur l'Arena avec M. Milvest. Mais pourquoi il y a interruption de... Alors, la travaux. même chose. Il a voulu accélérer parce qu'il est de bonne foi, parce qu'il accompagne le pays, y compris avec ses propres moyens, parce qu'il avait reçu un premier acompte de, je crois, une vingtaine de millions, et il a fait des travaux pour plus de 60 millions. Même plus que ça. Et jusque là où on est. Au moment où nous parlons, tout ce qu'il faut pour terminer l'Arena est déjà au Congo. Mais la plupart encore bloqués à Matadi, toujours à cause de nos tracasseries habituelles. Mais tout est là. Et donc, il a dit, moi j'ai pris beaucoup d'avance. Comme j'ai beaucoup de contrats, beaucoup de chantiers, je veux qu'on me paye pour terminer. Mais d'abord, là, on me doit 65 millions pour que je puisse avancer. Le ministère des Finances a décidé de lui payer 45 millions. Mais ça, c'est du travail déjà fait. C'est du travail déjà fait. Et comme il y avait encore des petits riens à rester, il a beaucoup de projets ici, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais tous les retards qu'il a pris, qu'on lui a imposés dans ses paiements, ont fait que chaque mois, il doit payer, je ne sais pas combien, 3 millions, 5 millions pour ses équipes, pour le personnel et tout. C'est des pertes sèches qu'il fait. Parce que le principe était de travailler vite pour perdre moins d'argent. Et donc, voilà la situation. Donc, mais maintenant, il n'y a aucun problème qui se pose. C'est à l'État de s'entendre avec le prestataire sur le rythme des travaux, le rythme des paiements. La bonne nouvelle, c'est que tout est sur place à Kinshasa et ça va se terminer. Parfois, j'ai l'impression, puisqu'il y a toujours une cabale contre moi, que tout est fait même pour bloquer ces projets, juste pour pouvoir dire, voilà, il n'a rien fait, on a payé des gens. La preuve, c'est que la semaine dernière, il y a eu un paiement qui a été fait de 129 milliards, qui équivaut aux 45 millions dont j'ai parlé, paiement fait par mon successeur. On a dit, voilà, le ministre a payé 129 millions de dollars, plus que les 104 millions du contrat, et rien n'est fait, tout est bloqué. Vous voyez cette manipulation permanente des médias, et en ciblant une seule personne, toujours la même. Honorable, votre bourreau, c'est M. Jules Nguete. Non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. Oui, mais parce que dans les discussions, vous dites que c'est lui qui bloquait... Peut-être qu'il n'est que l'instrument d'un système. Et je pense d'ailleurs qu'il est l'instrument d'un système, plus que lui-même. Bon, il a peut-être ses intérêts, il a peut-être ses calculs à lui. On lui a peut-être promis qu'il allait y avoir ceci, qu'il allait être nommé. Et donc, il a joué le jeu. Mais je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. 400 millions, si on fait tous les calculs, c'est un peu plus de 500 millions de dollars avec tous ces projets, centres financiers, Arena, etc., plus de 500 millions de dollars. Est-ce que vous, en tant que Congolais, 500 millions de dollars pour construire des bâtiments de prestige valent plus que des kilomètres de route, valent plus que des routes de dessert agricole, oui, des projets agricoles, là, ça vaut plus. C'est bien, mais vous êtes dans les raccourcis du citoyen lambda. Nous avons autant besoin de routes que de forages, que d'accès à l'énergie, que d'infrastructures de ce type. Vous savez que notre pays, un des grands problèmes que nous avons, c'est l'image du pays. C'est le soft power, c'est la capacité de faire entendre notre voix. Pourquoi nous subissons tout ce que nous subissons des pays voisins et tout? Parce que nous sommes perçus comme un pays qui n'a pas cette influence. Les choses ont beaucoup évolué, mais aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin. Lorsqu'on fait une aréna sportive, aréna, centre financier, centre de conférence, qui d'ailleurs sont censés être remboursés en 10 ans. En 10 ans, d'après tous les calculs qu'on a faits, on récupère les 300 ou 400 millions. Là. Pour votre information, jusqu'au moment où je quittais le ministère, il y a une banque de la place qui était en train de nous suivre en disant « Je voudrais vous payer 4 millions de dollars par an juste pour que mon nom soit affiché sur l'Arena, que ce soit Arena lié au nom de cette banque. » C'est pour vous dire que derrière ça, il y a une économie. Ce n'est pas de l'argent de prestige, c'est une activité économique, une activité de soft power. Vous imaginez l'influence qu'on peut avoir quand on réunit des gens. Aujourd'hui, toutes ces réunions se font à Kigali. Et vous savez qu'en termes de soft power, d'influence, nous avons un retard à rattraper. Donc c'est quelque chose de bien pensé, qui est économiquement viable, et qui, politiquement, va apporter énormément. Vous voyez ce qui se passe avec le stade de Camagnola, le stade des Martyrs. Il y a justement, il y a eu ces
ces pubs qui ont été placées là-bas. Il y a eu ces problèmes au niveau de la justice entre les annonceurs. Et puis, oui, il y a des difficultés de rentabiliser ça. Le stade des martyrs est géré par l'administration, avec toutes les faiblesses que nous avons à gérer, les activités marchandes. Notre vision, notre approche, nous avons créé un fonds stratégique d'investissement qui serait porteur de toutes ces infrastructures. Le fonds a été créé. Le modèle a été mis en place. Donc, nous allions assurer non seulement une gestion efficace de ces infrastructures, rentable, mais nous allions également, dans le cadre de ce fonds, générer des revenus pour d'autres investissements. Est-ce que vous savez combien vont générer toutes ces infrastructures? Oui. Vous avez fait les calculs, ça générerait combien? Je peux vous donner, mais je vous dis qu'en 10 ans, on récupérait les 400 000. Oui, mais après, ça générerait combien par an, le centre financier, par exemple? Non, je vous redis. Oui, c'est vrai. Je vais vous donner un business plan si vous voulez, mais retenez ceci, on est en train de faire une synthèse. Retenez qu'en 10 ans, on récupère notre mise. Et 10 ans, c'est un excellent investissement. Et le fonds lui-même, nous avions prévu de le gérer d'une manière extrêmement professionnelle, de classe internationale, avec des recrutements, y compris au niveau international s'il le fallait, pour faire l'exception, pour montrer que c'est possible de gérer différemment. Et nous avions déjà une liste de projets dans le pipe. Le premier d'entre eux, c'était l'ancien cabinet, c'est-à-dire sur le boulevard, avec le bâtiment derrière, qui devait être transformé également en immobilier de rapport. Et d'autres projets, y compris dans l'agriculture, etc. C'est un véritable fonds d'investissement. Bon, tout ça a été arrêté, c'est pas grave, mais il y a une vision derrière. Il y avait une vraie vision derrière, et qui est portée par une expérience internationale. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard comme ça. Et donc, nous avons travaillé avec des cabinets, etc. On a conduit ce processus pour faire la différence. Mais comment expliquer, vous donnez des réponses claires, mais comment est-ce que vous expliquez que vous êtes parfois contredit par l'IGF qui avait lancé également des images? L'IGF, c'est de bons comptables, mais quelle vision l'inspecteur général des finances a? Lui qui n'a œuvré que ici, à poursuivre les entreprises, parfois à être leur conseiller, parfois à les poursuivre. Il y a plusieurs façons de faire. Même en matière de lutte contre la corruption. Il y a ce que moi j'appelle la lutte contre la corruption folklorique. Celle qui consiste à dire, c'est moi le shérif, c'est moi qui décide qui est voleur, qui ne l'est pas. Et surtout quand j'ai les médias et la société civile dans ma poche, je suis très puissant. Monsieur le ministre, Il y a une autre façon de lutter contre la corruption qui est plus systémique, c'est celle de changer les systèmes. Pour contraindre tout le monde à aller par un chemin, celui de la transparence. Et je vais vous dire ce que moi j'ai fait à cet égard. Je vous en prie, parce que vous n'êtes pas concurrent de l'IGF. Non, mais c'est vous qui me posez la question. Oui, mais je voudrais vraiment qu'on rentre dans ce que Laissez-moi vous dire ce que moi j'ai fait. Je ne parle pas de l'IGF. D'accord. Je dis ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, c'est mettre en place un système. Et c'est quoi ce système? Lorsque j'arrive, je commence par la loi anti-blanchiment, où nous n'étions pas à jour au niveau international. Cette loi a beaucoup d'innovations. Elle introduit des notions nouvelles, des notions de conflit d'intérêts et tout le reste, qui impliquent tout le monde. Des notions de personnalité politiquement exposée. On s'est mis au diapason international. Deuxièmement, au niveau interne, je prends une nouvelle loi fiscale, qui est la plus grande réforme fiscale depuis 1967, où le système d'impôt cédulaire terminé. J'ai introduit l'impôt sur les personnes physiques. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça justement parce que j'estimais qu'on ne peut pas être dans un système où, quand on est dans des responsabilités publiques, on passe son temps à accuser les privés de voler, de tricher. Entre-temps, on voit que ce sont les personnalités publiques qui s'enrichissent le plus. Dans l'impunité la plus totale, elles ne rendent jamais compte. Et les privés qui souffrent pour créer la richesse sont tout le temps en train d'être redressés, etc. J'ai dit non, il faut rétablir les choses. Et donc, j'ai introduit l'impôt sur les personnes physiques qui a été voté, la loi a été votée en décembre 2023, elle va être d'application à partir de 2025. Et donc, tout le monde devra rendre compte. Il faut apprendre à rendre compte. Moi, j'ai appris à rendre compte, ça fait 15 ans, 18 ans maintenant, qu'à l'extérieur, chaque année, je rendais compte sur mon patrimoine, sur mes revenus, et je devais justifier. Mais mes deux dernières questions, vous avez dit c'est que vous avez fait, mais c'est que vous avez fait aussi. C'est-à-dire, vous avez votre salle de jeu préférée quand vous étiez au ministère des Finances, c'était la dette intérieure. C'est là où vous jouez. Un dépassement de 500%.
c'est là où on vous tape aussi. Oui, on dit, mais c'est votre salle de jeu préférée, vous y allez. Vous êtes toujours dans les ragots. C'est pas le ragot. Je parle de la Cour des comptes, 50%. Non, mais écoutez, mais la Cour des comptes, c'est ça le problème. Il y a des faits, quand on parle de faits. Je vous dis que... Le ragot de la Cour des comptes. Est-ce qu'on n'a pas dit que la justice était malade? Est-ce qu'on n'a pas dit que la presse était malade? Est-ce qu'on n'a pas dit que la classe politique était malade? On peut continuer à l'infini. Hein. La Cour des comptes a commis un faux. Elle a prétendu que 52% des dépenses ont été faites en procédure d'urgence. C'est un faux. Un faux, c'est quoi? Matériellement, ce n'est pas vrai et il y a une intention de nuire. Maintenant, pour quelle raison? Et pourquoi je dis qu'il y a eu une intention de nuire? Parce que 2 jours avant, c'était un rapport provisoire. Avant que ça devienne définitif, nous avons communiqué à la Cour des comptes en disant, mais ce que vous dites est faux. Regardez les chiffres de la Banque centrale, c'est ça la base. Demandez au FMI qui a fait son rapport, c'est ça la base. Pourquoi vous dites 52% qui n'existe pas? Ils nous ont répondu, je peux vous montrer le message. La Cour des comptes n'a pas produit un rapport, ce n'est qu'un rapport provisoire. Donc on s'est dit, ils vont corriger. Ils n'ont rien corrigé, ils ont mis. Vous avez vu l'usage qu'on en a fait politiquement, notamment par l'opposition, Mwando Simba, et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais si tout le monde dans un pays commence à utiliser le faux pour se faire valoir, la presse, la société civile, la classe politique, où allons-nous? Il n'y a que vous qui dites la vérité. À un moment donné, non, on peut confronter. Il n'y a que vous qui dites madame, la vérité. Si j'ai été disculpé, ce n'est pas parce que j'ai eu un soutien quelconque, c'est parce que c'était tellement évident. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je sais ce que je fais, j'agis en responsable. La dette intérieure, la dette intérieure. Les chiffres annoncés par la Cour des comptes sont des chiffres flous, embrouillés. Je n'ai pas encore été dans tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'ils disent qu'on a payé 400 millions, je ne sais pas combien, de dettes non certifiées. C'est faux. Il s'agit de quoi? Il s'agit des pétroliers. En 2021, j'ai payé 121 millions de dollars aux pétroliers. Ce n'était pas budgétisé. Mais on a payé. En 2022, j'ai payé 433 millions aux pétroliers. Manque à gagner. Ce n'était pas budgétisé. Donc vous payez même quand ce n'est pas budgétisé. Non, mais madame, vous êtes journaliste, donc je suppose que... Ça manque de rigueur. Non, je suppose que vous êtes suffisamment instruite. Les manques à gagner, on les paye pour maintenir le prix stable et bas. C'est pas pour faire plaisir. Mais ça vous revient en pleine figure maintenant. Mais non, c'est une utilisation politicienne. Vous êtes censé clarifier ces choses pour éduquer la population. Mais si vous-même vous tombez dans le trou, donc vous n'êtes pas la bonne personne. Je suis désolé. Vous avez payé en mode d'urgence aussi les dettes. En mode d'urgence. Pourquoi on demande d'urgence? Parce que quand on paye, mais souvent c'est régularisé juste après, c'est parce que... La régularisation pose souvent problème. Hein. Non. Quand il faut régulariser, souvent, il y a des tripatouillages. Hein. Quel tripatouillage? Oui. Mais vous, je vous m'inquiétez, je vous croyais plus rigoureux que ça. Quand vous suivez franchement, je vous croyais plus alors, est-ce que vous suivez la chaîne de la défense? Est-ce que je peux récupérer la police de débat? Nous allons continuer. Chers confrères, vous allez poser vos questions. Non, mais vous deux, là, vous m'inquiétez. Laissez-moi continuer. Deux, trois questions. On a payé, avec... pour les 3 dernières années, près de 800 millions de dollars de manque à gagner pour préserver le prix du carburant. Tout récemment, une décision a été... Et je vous dis, malgré cela, au 31 décembre 2023, nous devons encore aux pétroliers à peu près 300 millions. À fin septembre 2024, nous leur devions 150 millions rien que pour 2024. Avec la décision qui a été prise de baisser le prix, cette dette va s'accroître de 50 millions de dollars par mois. Ce sont des décisions qui ont été prises, des décisions politiques. Faut-il maintenant accepter des pénuries dans les stations ou bien faire un effort pour calmer le prix? Moi, à ce moment-là, je ne suis qu'un exécutant. Maintenant, il y a des politiques alternatives et nous avons mené ces politiques. C'est quoi les politiques alternatives? Sur le prix du carburant. Moi, j'ai demandé, quand j'étais intérimaire à l'économie, qu'on sorte toutes les fournitures de carburant au secteur minier dans le calcul de la subvention. J'ai même pris un arrêté pour cela. Je ne suis pas sûr que c'est appliqué, il est possible que ça le soit, mais ça devrait être appliqué. Et si pour le Grand Katanga, c'est moins de 10% qui va à la population. 90%, ça va. Est-ce qu'il y a une réflexion sérieuse, structurelle, pour essayer de sortir finalement de ces pièges, puisque, comme vous l'avez démontré vous-même, nous allons continuer, l'État va continuer à subventionner à des prix... Oui, on avait toute une feuille de route. J'ai réussi à terminer un audit profond qui a été fait. Il y avait le professeur Mabi qui était impliqué dans une commission qu'on a mis en place. Il y avait Michel Lossembe et quelqu'un d'autre. On a fait un audit comme on a rarement fait dans le passé sur le secteur avec une feuille de route. Il est clair que
il y avait d'abord un nettoyage à faire sur la structure des prix. On l'a fait. Pendant mon petit temps à l'économie, j'ai pu économiser près de 70 millions de dollars à l'État en mettant de l'ordre. Vous savez, à l'époque, on disait qu'on s'est partagé 15 millions, tout ça. Tout ça, j'ai mis fin à tout ça. C'est fini, on ne partage plus les 15 millions et tout ça, les décotes et tout ça. Fini. Je leur ai dit, si décote il y a, vous le mettez dans la facture. Vous mettez dans la facture, c'est au bénéfice du Trésor et pas des individus. C'est ça ma gouvernance. Et donc, ça, on a fait. Maintenant, il y a plus que ça à faire. Il faut des investissements à faire dans le secteur, en infrastructure, pour contrôler le coût. Il faut améliorer les capacités de stockage, les capacités de transport, et puis de surveillance même des produits acheminés et vendus. Il y a énormément de fraude qui se fait, surtout dans la partie sud, là. Et donc, tout ça, c'est dans la feuille de route. Maintenant, il faut investir. Qui va investir? On doit le faire soit avec Xona-Hydroc ou avec Cobil, les deux sociétés d'État que nous avons, ou peut-être Socir. Mais c'est extrêmement difficile à construire un projet dans ce pays, pour toutes ces raisons. Et ça, ce n'est pas le ministère des Finances. Mais construire un projet, le mettre en œuvre, est extrêmement difficile parce que chacun tire de son côté. À vous entendre parler sur les plans de ce que vous avez fait pendant toute cette période où vous étiez aux affaires, vous êtes, je peux dire, une exception, hein, parce que vous refusez les décotes, vous refusez les rétrocommissions, vous refusez la corruption, vous vous battez. Et si ces valeurs sont réelles, je suis d'accord, c'est quelque chose de bien. Mais êtes-vous encore avec le président de la République? Est-ce que vous continuez à le défendre? Et quelles sont, laissez-moi terminer la question, quelles sont les valeurs que vous continuez à partager avec lui? Quelles sont ces valeurs-là aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Oui. Je suis avant tout un technocrate, mais technocrate devenu politicien. Et tout ce que j'ai pu réussir, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas le soutien du président de la République. Plus que ça, savez-vous que j'ai obtenu que l'on réduise les dotations qu'on donne à l'Assemblée nationale et au Sénat de près de 20 milliards. L'Assemblée avait plus de 40 milliards. Comment voulez-vous qu'on vous aime vraiment? Non, l'Assemblée... Mais écoutez, bon, allons-y, continuez. Non, mais... Continuez, je vous en prie. Non, l'Assemblée recevait 40 milliards de dollars, 47 milliards de dollars par mois, de francs, pardon, oui. Par mois selon le budget 2024, alors que nous, déjà entre 2018 et 2024, c'est presque par 10 qu'on a multiplié la dotation de ces deux chambres. Presque par 10, par 9 à peu près. Là-dedans, il y a les rémunérations et puis les dotations et tout. Ça devenait scandaleux. Et lorsque on a voté le budget, j'ai été voir le chef de l'État pour lui dire, Président, regardez la situation des deux chambres. Voilà, c'est presque par 10 qu'on a multiplié. On ne peut pas continuer comme ça. Alors que tous les autres, l'enveloppe salariale pour tout le reste a été multipliée par 3 dans la même période. Mais pour les assemblées, multipliée par 10. Il me dit, mais donc, quand les gens se plaignent en disant que, disons, l'élite se sert, ce n'est pas tout à fait faux. Il dit, il faut absolument changer ça. Faites-moi des propositions. On fait des propositions à la baisse et on ramène à peu près à moitié. Je fais le travail avec le Premier ministre qui adopte, le ministre du Budget, le Premier ministre qui adopte. On se retrouve et puis on dit maintenant, il faut mettre ça en application. Le budget a voté autre chose, mais il faut prendre une mesure politique courageuse pour couper ça. Et je vous dis que moi, je l'ai fait. J'ai pris le risque. Je l'ai fait parce que j'avais le soutien du président de la République. On a dit, voilà comment on va procéder. On fait des économies partout. On a déterminé les salaires des députés et des sénateurs de manière tout à fait correcte. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas. Mais tout le reste, on a dû faire des coupes qui ont permis de diminuer de moitié. C'est ça, gouverner pour le plus grand nombre. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de faire en sorte que... Parce que moi, j'ai souffert des accusations que je ne voulais pas payer les assemblées provinciales. Ils venaient parfois même faire des grèves chez moi, venir dormir chez moi. J'ai dit, Président, en faisant cela, on dégage assez d'argent pour au moins garantir que les assemblées provinciales pourront toucher régulièrement quelque chose. Parce que j'en ai assez de cette injustice. Il m'a dit non, c'est très bien. C'est ce qu'on a laissé. Mais malheureusement, bon, moi je suis parti, je ne sais pas comment ça se passe, mais malheureusement j'apprends que les assemblées provinciales continuent d'accumuler des arriérés, alors que c'était aussi pour leur faire un espace. Assemblée provinciale, sécurité, c'était ça l'objectif. Il n'y a pas que ça. On a fait énormément de choses, même sur la défense. Évidemment, c'est un peu secret défense, je ne peux pas en parler, mais
on a affronté des situations qui nous ont permis de faire des économies, de revenir sur des choses, revenir sur des marchés, dans le but de faire des économies au pays. Mais toutes ces économies n'ont pas impacté les sociales du Congolais. Les problèmes au quotidien ont continué. Aujourd'hui, nous avons commencé une année presque blanche. Je vous ai toujours dit, si on ajoute 2 milliards de dollars par an au budget, ça fait combien pour 100 millions d'habitants? Ça fait 20 dollars par habitant. Donc, si vous attendez un impact sur les Congolais, c'est pas évident de trouver le chemin pour obtenir cet impact. Mais si on devait distribuer 20 dollars à chacun des Congolais, il n'aura rien. On ne va pas faire non plus raccourci. Ça veut dire que... Non, c'est pour vous dire que notre responsabilité, c'était de nous assurer que les ressources budgétaires sont mises au meilleur endroit possible pour avoir un impact, sachant qu'il y aura toujours des tensions. Les meilleurs endroits, c'était la gratuité, c'était... Mais la gratuité, nous l'avons faite. Mais aujourd'hui... Et je vais vous dire, même la gratuité, ce n'était pas évident. J'étais encore à la présidence quand le président a pris cette décision. Je n'étais pas sûr. Je lui avais dit en tant que technocrate, j'ai dit, président, au moment où vous prenez cette décision, nous n'avons pas les moyens de le faire. Et il m'a dit, il faut qu'on se jette à l'eau pour se donner les moyens de le faire. Et il avait raison. L'année suivante, il se retrouve à New York avec, il reçoit Bill Gates et il lui dit, j'ai pris la décision d'assurer la gratuité de l'éducation, mais ce n'est pas évident qu'on pourra tenir. Et Bill Gates lui répond, Monsieur le Président, vous avez très bien fait. Il fallait d'abord prendre la décision politique et tout le reste va se mettre en place. Et nous avons eu le soutien de la Banque mondiale sans lequel on n'aurait pas eu cette gratuité et tout le reste. Mais il n'empêche que nous devons nous-mêmes aussi continuer les efforts. Et pourquoi? Comment faire pour continuer les efforts? C'est-à-dire, la même manière qu'on a multiplié les recettes par 3, il faut qu'on continue de les multiplier puisque le potentiel est là. Comment le faire? C'est ça, c'est l'informatique, c'est la facture normalisée, c'est les jeux d'argent, c'est la réforme fiscale, c'est que chacun rende compte. Vous avez payé combien d'impôts cette année? Vous ne savez même pas. Non, j'ai payé. Vous savez que quand j'ai fait passer, j'ai préparé la loi sur l'impôt sur les personnes physiques, puisqu'elle ne sera valable qu'en 2025, en 2023, j'ai demandé, par arrêté, que les gens déclarent spontanément ceux qu'ils ont gagnés en salaire et ceux qu'ils ont payés en IPR. C'était juste pour préparer les esprits. Les esprits, oui, oui. C'était volontaire, ce n'était pas obligatoire. J'ai présenté cet arrêté 3 fois en Conseil des ministres. À la fin de compte, on avait donné jusqu'à fin mars. Fin mars, il y avait très peu d'engouement. On a prolongé jusqu'à fin juin. Vous savez qu'au niveau du gouvernement, je suis le seul membre du gouvernement qui a fait sa déclaration. Le seul. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les statistiques de la DGI qui m'ont été fournies au mois d'août. Regardez, ministère des Finances, moi seul, il n'y a pas d'autre. Maintenant, quand vous comparez secteur public et secteur privé, secteur public, il y a eu 4060 personnes qui ont déclaré spontanément. Combien elles ont gagné, combien elles ont payé. Secteur privé, 25 583 personnes. Donc, 1 du secteur public pour 6 du secteur privé. Et pourtant, quand vous regardez les statistiques de l'emploi, il y a 3 fois plus d'emplois publics que d'emplois privés dans le secteur formel. Pour vous dire que nous avons un sérieux problème de responsabilité en tant qu'acteur politique. J'ai été pionnier en posant les bases pour dire nous devons rendre compte. Et j'ai montré l'exemple moi-même. J'étais le seul du gouvernement à le faire. Et ça, c'est des choses qui doivent se poursuivre. La loi qui a été adoptée en 2023, en décembre 2023, qui démarre en 2025, elle demande une préparation. C'est pour ça qu'on avait donné 2024 comme période de préparation. Cette préparation, c'est beaucoup de travail. C'est de la sensibilisation, c'est de la mise à jour des systèmes, etc. Je ne suis pas certain que le travail est fait. Maintenant que vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous avez le pouvoir de contrôler. C'est qu'en 2025, on va dire, on n'est pas prêt, on prolonge, on se donne des moratoires. C'est comme ça, on a l'habitude ici. Moratoire. Ambago. Vous avez réussi à permettre, vous avez permis à la RDC, on va dire comme ça, vous avez participé à ce que la RDC atteigne la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Le chef de l'État a parlé de ça lors d'une interview. J'ai piloté le processus, c'est ça qu'il faut dire. Et puis vous avez participé, vous n'êtes pas clair. Mais vous avez initié beaucoup de réformes. Vous auriez dû continuer d'être ministre des Finances. D'abord, ce n'est pas moi qui décide. Et deuxièmement, je suis en train de vous expliquer ici que j'ai été l'objet d'une cabale politique parce que mes succès dérangeaient. C'est cette cabale qui vous a empêché d'être ministre. Vous étiez quand même compétent, vous êtes compétent. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème. Mais mes succès dérangeaient. Et la cabale politique n'aurait pas porté ses fruits s'il n'y avait pas une action judiciaire.
On a tout fait pour créer une action judiciaire dans les conditions que je viens de vous raconter, pour pouvoir dire, voilà, maintenant c'est officiel, il y a un problème. Mais d'autres qui ont eu des actions judiciaires ont fui et ils sont restés tranquilles, impunis. Mais moi, j'ai couru vers la justice pour me justifier. C'est ça la différence. On vous reproche d'avoir des ambitions démesurées sur le plan politique. C'est vrai, vous criez à cette forme de cabale politique. Mais justement, ça aussi. Je vous dis, madame, j'appartiens à un parti politique, le plus grand du pays. Et je suis fidèle, de nature fidèle. Ce parti politique a une autorité morale et des autorités. Quelle que soit mon ambition, elle se situe là-dedans. Donc, le problème ne se pose même pas. Je ne suis pas du genre qui est aujourd'hui à gauche, demain à droite. Non, je suis UDPS, j'ai vocation à le demeurer. Mon autorité politique est connue, c'est le président Félix Tshisekedi, autorité morale. L'autorité administrative ou politique également, c'est Augustin Kabouya. Point barre, c'est tout. Maintenant, il est vrai que les gens fantasment. Pourquoi? Parce que, entre autres, j'ai été le meilleur élu député sur la liste UDPS à l'échelle nationale. C'est normal que tout ça, ça fasse fantasmer et qu'on cherche à dire, ouais, il faut l'abattre. Il réussit bien son programme, il a la reconnaissance des bailleurs. Et en plus, il se permet de venir être le meilleur élu, lui qui est un intrus en politique. Non, 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 il faut l'abattre. Vous vous voyez occuper encore un autre poste ici en République démocratique? Madame, je ne suis pas chômeur, je suis député national. Sur le plan politique, je parle d'un poste, fonction, mais un autre. Ça me plaît beaucoup. J'ai le temps aujourd'hui de m'occuper de ma circonscription et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'expérimente tout ce que j'ai fait à travers le monde, c'est-à-dire aider au développement à la base. Je le fais avec beaucoup de satisfaction et ils me le rendent très bien. Et puis je m'occupe de moi-même, madame. Pendant les 3 dernières années, j'étais extrêmement pris par le boulot. Ma femme et moi, on avait l'habitude de faire de la marche tous les soirs. On a cessé de le faire. Maintenant, on reprend. J'allais revenir sur la famille. Nous avons suivi la télévision, nous avons, en tant que je nage pas vraiment à l'homme, vous avez été pendant toute cette période, on a entendu, on parle même de votre famille dans les accusations, Nicolas Kazadi voleur, frappeur. Aujourd'hui, quand vous êtes disculpé par cette lettre de la justice congolaise, comment vous vous sentez en fait? Non, non, vous savez, c'est très compliqué. D'abord, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. L'adversité, j'en ai beaucoup vécu. Hein. Ça n'a pas commencé ici en politique, ça a commencé dans la vie en général. Et c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui me rend résilient. Mais ma plus grande tristesse, ma plus grande souffrance, c'est pas pour moi, parce que non seulement je savais qu'il n'y avait rien, mais en plus je suis rodé. Mais c'était pour les gens autour de moi. Ma mère qui a 84 ans, mon épouse qui a toujours cheminé avec moi et qui ne méritait pas toute cette opprobre. Mes enfants, c'est ça qui m'a fait souffrir. Mais pour moi, non. J'étais sûr de moi, peut-être un peu trop sûr de moi, mais je savais que je n'avais rien fait. Non, non, vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, toujours pour confirmer la cabale, parce qu'Élisée Odia, elle a d'autres idées en tête de ne pas écouter la réalité. On se demande pourquoi vous, en fait. Toujours pour confirmer la cabale. Vous savez qu'un jour, je suis ici, juste après la sortie du nouveau gouvernement, avant la remise-reprise, et des gens qui disent qu'ils sont liés au service et tout ça, approchent ma femme et ma belle famille, et on a des renseignements importants à vous communiquer. Et ils appellent ma femme quelque part, dans un rendez-vous presque secret, pour dire, bon, voilà, on a des informations très graves, les gens qui sont contre votre mari, ils savent qu'ils ont échoué avec les dossiers lampadaires et forages parce qu'ils savent qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura rien. Ils sont en train de préparer autre chose. Et pour que ça ne vous arrive pas, il faut absolument convaincre votre mari de quitter le pays au plus tard lundi soir. Que mardi matin ne le trouve pas ici. Et elle demande comment. On dit non, c'est nous qui avons l'habitude de faire sortir les politiciens. On va lui préparer un faux passeport et tout ça. Et pour lui et pour vous et pour les enfants, il faut qu'ils traversent. On va les faire traverser la nuit à Brazzaville. Tout ça, et ma femme, et puis elle rajoute, la personne rajoute. D'ailleurs, vous allez voir, il se prépare quelque chose contre vous. On va commencer par désarmer vos policiers. Ce sera le début de la préparation. C'était un samedi. Et le même samedi, moi j'étais ici à la maison et le chef de ma sécurité m'appelle pour me dire « Ah, on a envoyé des gens pour désarmer les militaires. » Mon Dieu. Pour désarmer les militaires.
Je ne savais pas parce qu'elle n'était pas encore entrée. Je dis, dites-leur qu'on le fera après la prestation de serment. Il n'y a pas de problème. Et ma femme revient et elle me raconte, elle me dit, bon, elle me raconte tout ce qui s'est passé. Et elle était un peu prise de panique. Je dis non, il faut garder le calme et tout. Et je lui raconte qu'effectivement, on venait de désarmer on est venu demander pour désarmer les policiers. Alors là, elle prend ça au sérieux. Et puis j'appelle le général Dodo qui s'occupe de la police. Il me dit, mais Excellence, moi-même je vous cherchais. On a une affaire ici. Ils sont venus avec une photo qui circule parmi les chefs ici en disant, on a ramassé des armes dans un chantier du ministre des Finances à la Gombe. J'ai dit, mais général, je n'ai pas de chantier à la Gombe. Il dit, non, je peux vous montrer, ça circulait ici. Alors on était inquiets, on a cherché. Finalement, on a trouvé ces armes-là chez vous. Il m'envoie la photo. Je vois une vingtaine d'armes regroupées contre le mur de la guérite chez moi. Je dis, mais ça, je reconnais ma guérite, ça doit être mes gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il dit, non, on ne sait pas. Et tout. Alors là, je fais le point sur tout. Je me dis, il y a anguille sur roche. Et c'est comme ça que je m'en ouvre au chef de l'État. Et il me dit, attention, là, il y a une cabale. On veut te pousser à faire une bêtise, à sortir par des voies frauduleuses pour te prendre en flagrant délit. Et alors là, vraiment, on t'aura eu. J'ai dit, président, c'est ça que je constate, mais qu'est-ce que je peux faire parce que ma femme n'est pas rassurée, etc. C'est comme ça que vous avez vu que j'ai des GR, où il a demandé que les GR viennent renforcer ma sécurité, au moins pour un temps, puisqu'il y a, visiblement, il y a quelque chose qui se passe d'anormal et qui pourrait impliquer même certains des gardes qui étaient là. Voilà, c'est pour vous dire que tout était fait, puisqu'ils n'ont pas réussi, ils cherchaient par où m'avoir, par où me ridiculiser, par où me descendre. Vous allez porter plainte aujourd'hui contre toutes les personnes qui vous ont jeté en pâture? Je ne sais pas si ça vaut la peine, je réfléchis, je vais voir. Il faut de la vie votre honneur quand même. Je ne sais pas, bon écoutez, j'apprécierai, je verrai. Mais ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr d'avoir les deux. Vous savez, l'économie se construit sur la base de la confiance. La confiance se forge sur la base de ce que l'on sait et de ce que l'on perçoit. J'ai voulu être franc, aller droit au but sur ce que l'on sait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu gagnes, combien tu gagnes, comment tu le déclares. Moi, je l'ai fait ces 15 dernières années. Donc, ce n'était pas une difficulté pour moi. En tant que ministre des Finances, je l'ai fait également, et j'étais le seul du gouvernement à le faire, je l'ai dit. Pendant que je suis ministre des Finances, oui, c'est vrai, j'ai gagné de l'argent, parce que j'ai fait du bon travail. J'ai été rémunéré par des primes exceptionnelles lorsqu'on fait des redressements, etc. J'ai géré des fonds secrets, tout ça, d'accord. Mais lorsque, à des fins de manipulation, on me prête 300 millions de dollars, pas moi, ma femme d'ailleurs, elle a 300 millions de dollars, maintenant j'ai appris que depuis hier ou avant-hier, on parle de 700 millions, des choses insensées, c'est uniquement pour nuire à quelqu'un. Et moi qui ai toujours déclaré mon patrimoine, moi qui ai commencé à gagner des millions de dollars avant de rentrer dans ce pays, la maison dans laquelle nous sommes, je l'ai achetée en 98. Elle valait 130 000 dollars, aujourd'hui elle vaut plus de 3 millions, peut-être 4. Et donc, les meubles que vous voyez là, ces meubles-là, on les a depuis 20 ans, depuis 22 ans. Ma dernière fille qui est à l'université, qui a fini l'université en décembre l'année passée, avait quelques mois, quand elle a commencé à jouer sur ces meubles. C'est le même tissu, les mêmes meubles. On n'a même pas changé de tissu. Vous regardez les photos de tous les pays que nous avons parcourus, vous trouverez les mêmes meubles qu'on a achetés à Abidjan, faits par des artisans ivoiriens. La même chose avec certains meubles ici. D'autres ont été achetés en France chez des antiquaires. Mais je suis quelqu'un qui a été forgé par le temps, par l'expérience. Je ne suis pas quelqu'un qui est né comme ça. Et mon souci a toujours été, depuis que j'ai quitté mes fonctions de conseiller financier des ministres des Finances, c'était de faire entrer ce pays dans le groupe des pays normaux, où on peut vivre tranquillement, gagner son argent normalement, justifier ce que l'on fait, prendre un crédit, acheter une maison, éduquer ses enfants. C'est ça mon rêve. Et c'est ça que j'ai voulu apporter ici. Je ne veux pas dire que j'ai été incompris. Non, j'ai été saboté par des groupes de gens. Mais ils n'auront pas le dernier mot parce que la vérité a toujours le dernier mot. Vous avez remis votre jeton aussi commune? Jeton de présence, d'absence? Je n'ai jamais touché ce jeton. Je vais vous dire, lorsque, en réunion restreinte, le chef de l'État nous informe qu'une commission va être mise en place pour gérer le dossier SICOMINE. Ça avait commencé d'abord avec TFM et puis SICOMINE. J'étais avec le Premier ministre Sama à ma gauche.
Et je me rappelle, et lui et moi, nous avons dit au chef de l'État, Président, nous sommes votre gouvernement, ces commissions-là ne sont pas légales, elles risquent de poser problème. Il nous a dit, vous avez parfaitement raison. Ces commissions n'ont pas vocation à se substituer à vous. Elles sont là pour poser le cadre et c'est vous qui faites le boulot. Nous, ici, c'est ça, on est d'accord. Mais dans l'exécution, le directeur de cabinet et son collaborateur, qui se trouve être l'IGF, ont décidé de tout gérer. Et moi, dès lors que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai aussi une tête dure. J'ai dit non, je n'entre pas dans ça. Et j'ai pris de la distance par rapport à cette commission qui, pour moi, ne faisait pas ce que le président avait voulu qu'elle fasse. Et elle a voulu outrepasser tout le monde. Je vous passe les détails. Lorsqu'ils sont arrivés à des conclusions, le président était curieux de savoir ce que nous pensions des résultats. Je peux vous dire que ni moi, ni la ministre des Mines, ni le DG de la DGI n'étions d'accord avec les résultats. Ni avec le principe, ni avec les résultats. Les 7 milliards. Parce que pour nous, rien n'établit que les 7 milliards représentent ce que nous aurions eu s'ils payaient la fiscalité comme tout le monde. Qu'à cela ne tienne, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas mettre le président mal à l'aise, le processus avait été conduit, il y avait une partie de l'autre côté, on a laissé faire. Et laissez-moi vous dire que mon point de vue était connu. J'ai travaillé à minima en envoyant des conseillers travailler et j'ai refusé de collaborer avec cette structure. Voilà. Et donc, lorsqu'ils ont fait des paiements, ils ont constaté que je n'avais pas collaboré, mais il n'empêche qu'ils ont payé plein de gens qui n'ont jamais collaboré, mais qui étaient sur la liste et qui ont touché l'argent. Et comme par hasard, l'inspecteur général des finances se substitue au ministre des Mines, se substitue au ministre du Budget, et là on ne parle pas de procédure d'urgence, ni de chaîne de la dépense, se substitue au ministre des Finances, se substitue au gouverneur de la banque, il signe des lettres, il prend l'argent à travers la Robank, toujours la Robank, il sort l'argent en cash, en violation de Sénaref, et il distribue l'argent aux gens sans même liste de signature. Ça, évidemment, vous n'avez rien vu, parce que j'ai senti que la presse n'avait rien vu. Bon, alors, je suis habitué. Mais on n'a vu que des lampadaires et des forages. Mais il n'empêche que moi, j'ai mis mon doigt sur des choses graves. Non, pas de jeton d'absence, ni de jeton de présence. Rien du tout. Nous avons dit beaucoup de choses tout au long de cette interview. Vous avez été clair. Et nous pouvons certainement conclure cette émission en vous posant quelques questions de la fin. Si vous êtes d'accord avec moi. Parce que, de toutes les façons, maintenant je vous pose une autre question relative à... quand un homme a traversé tant d'épreuves, quand il a été secoué dans son honneur, dans sa dignité, voire même dans sa propre intégrité, parce qu'arrivé jusqu'à la maison, il reste des traces. Quelles sont les forces morales auxquelles vous recourez pour vous refaire, pour vous recoudre? Parce que on suppose quand même qu'il y a eu beaucoup de blessures, même si, par ailleurs, vous dites que vous êtes résilient, que vous faites la force, vous êtes les chefs de famille, mais quelque part, on sent quand même qu'un être humain reste un être humain. Surtout quand il est accusé, comme vous le dites injustement, il emporte des traces. Comment vous faites pour vous reconstruire? Bien, c'est une bonne question. D'abord, je suis profondément croyant. Je suis un vrai croyant et je puise ma force dans cette communion avec Dieu. Et d'ailleurs, toutes ces épreuves ont été une occasion pour me reconnecter avec Dieu comme je l'étais avant, parce que la charge du travail faisait que le temps de prière peut-être n'était pas suffisant. Et je pense finalement que d'un mal peut sortir un bien, parce que le plus important, finalement, c'est la communion avec notre Créateur. Et donc, je lui rends grâce pour ça. Et je trouve en lui la force. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis habitué à l'adversité. Mais le destin est toujours plus fort que l'adversité. Et donc, je regarde les choses positivement et je sais que lorsque c'est votre destin, votre Créateur vous donne les ressources pour surmonter cela. Alors, si nous faisons une simulation de votre cas dans le pays, on peut se dire que peut-être vous, c'est parce qu'on vous connaît, vous avez un poste élevé, la presse peut vous suivre, mais il y a peut-être des gens qui sont intègres, qui sont décidés à combattre le mal dans le pays, mais qui n'ont peut-être pas la même liberté de défense comme vous. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour combattre ce mal? Parce que c'est un mal qui est dans le pays. Ce mal-là, il est là, il touche n'importe qui. Comment les pays peuvent conjurer ce mal de la désinformation, ce mal de la manipulation et surtout ce combat contre le progrès? Non, c'est une vraie question, hein, mais on a besoin de vous. Vous, les journalistes,
journalistes capables de voir les choses telles qu'elles sont, pas de manière biaisée. On attend de vous vraiment ce rôle-là. C'est pas facile, mais il le faut. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Moi, j'ai vécu ici quelque chose de digne de Hollywood. Hein. Quand j'ai reçu l'autorisation de voyager pour des soins médicaux le vendredi 28 juin, le 29 juin, samedi, les réseaux sociaux ont décidé que je voyageais ce jour-là. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Alors que moi, j'avais prévu de voyager le lendemain, dimanche 30 juin. Et le samedi 29 juin, je reçois des amis dans mon jardin ici, et je vois sur les réseaux sociaux, on me voit à l'aéroport en train d'essayer de voyager, mon fils qui se dispute avec les gens de la DGM parce qu'on m'a refusé de voyager. Tout un film digne de Hollywood. Et tout ça, c'est des journalistes connus, hein, vos amis, vos collègues. Je ne vais pas les citer parce que ce serait leur faire trop d'honneur, mais vous les connaissez. Vraiment, un film digne de Hollywood où on nous voit là, on nous voit en train de nous chamailler avec les gens de la DGM, on montre même un boarding pass, pendant que nous sommes ici. Et puis à un moment donné, on dit, voilà, son fils Jacques s'est chamaillé avec les gens de la DGM, ils en sont venus aux mains. Pendant qu'on dit ça, je vois mon fils entrer dans la parcelle en jogging. Je dis, mais comment toi, tu n'es pas à l'aéroport? On est en train de dire que tu es à l'aéroport et tout. On rigole, mais c'est pour vous dire. Et puis on dit, voilà, il est parti fâché, il a fait un accident, et on montre même une voiture accidentée sur le boulevard. On dit, voilà, il a été évacué d'urgence en Afrique du Sud, son cas est critique, il est entre la vie et la mort. Pendant qu'on est assis là en train de manger. Et ça, ce n'est pas tout. Ça, c'était le samedi. Maintenant, le dimanche, jour effectif de départ, on envoie les bagages pour le pré-enregistrement. On voit déjà des gens filment nos bagages en train d'être acheminés dans les box là, bien zoomés et tout, pour dire, voilà, si rien n'est fait, le ministre, M. Lampadaire et Forage va voyager ce soir, etc. Et le ministre des Finances, le ministre de la Justice sort même un communiqué pour dire, bon, cette affaire est suivie de près, on regarde avec je crois en concertation avec le chef de l'État, on est en train de suivre et tout. Je ne sais pas quel était le sens de ce communiqué, je n'ai jamais compris. Et donc, je vois qu'il y a encore un emballement dans les réseaux sociaux. On dit, si rien n'est fait, il va partir, si rien n'est fait, il va partir, tous. Et puis quelqu'un dit, voilà, selon les dernières nouvelles, il va être empêché de voyager, il ne voyagera pas. Tout ça. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. On est à 30 minutes de l'embarquement, je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti, je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous le dis, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient, il va être bloqué. Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau. On dit que la classe politique est malade. Autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de fébrilité comme ça,
ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc, ça m'inquiète et ça m'a... Oui. Juste une question, ce sera ma dernière, en tout cas, vraiment la dernière. Au regard de tout ce que vous avez vécu, certaines langues affirment que la bataille de l'opinion est perdue d'avance pour vous. Aujourd'hui, au regard, à travers de cette émission, qu'est-ce que vous avez à dire à cette opinion-là? Non, la vérité, c'est tout. La vérité, la bataille de l'opinion n'est jamais perdue. Elle prend du temps, elle va, elle vient. Ça n'est pas le problème. Vous savez, moi, je me rappelle encore quand il y a eu le programme des 100 jours. Le programme des 100 jours, je ne sais pas pourquoi, en dehors de Vital Kamerhe, tout le monde me ciblait moi. Il me disait, il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Est-ce qu'il est impliqué? C'était une histoire incroyable. Je recevais des messages du monde entier. Et quand j'ai parlé, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient tapé à côté. Je n'avais rien à voir avec tout ça. Et tout est retombé. Et après, la vie a continué. Est-ce qu'on en parle encore? On parle de mon implication là-dedans? Non. Parce que nous parlons... Maintenant, on a voulu recréer un contexte pareil. Mais c'était tellement gros et grossier que ça ne tenait sur rien. Si le parquet a décidé de me disculper, ce n'est pas pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est parce que les faits sont têtus. Les faits sont ce qu'ils sont. Je viens de vous les raconter. Si j'ai demandé qu'on fasse la levée des copies des auditions, moi je suis prêt à les publier s'il le faut. Les PV d'audition, vous verrez vous-même. Il faut être vraiment sorcier, de mauvaise foi, pour chercher à m'impliquer dans une histoire où j'ai rien à voir. La seule chose qui aurait pu m'impliquer, c'était de dire, oui, il a pris l'argent, on lui a donné l'argent. Mais qu'on aille demander à ceux qui ont touché l'argent s'ils m'en ont donné. C'est tout. Donc c'est pour vous dire que tout ça était grossier. C'était une cabale politique. Et pourquoi sur ma personne? Je crois que je l'ai dit de plusieurs façons. Je ne vais pas y revenir. On va dire que je me vante. Vous allez regarder la caméra, vous allez regarder ce peuple. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été froissés, touchés. Parce que vous prenant pour un grand modèle, un grand technocrate, un bon gestionnaire, vous avez reçu, vous êtes les rares citoyens congolais que les chefs de l'État citent en exemple, parce qu'il dit que vous avez été meilleur, il vous a encensé. L'opinion est restée sur sa soif de vérité parce qu'elle n'avait pas toutes les versions. Maintenant que vous avez eu l'occasion de parler, regardez ce peuple-là, qui a été quand même un peu blessé, qui veut vous réhabiliter dans son cœur. Dites-lui quelque chose pour que cette opinion-là se fasse sa religion. Et ce sera votre mot de la fin. Bien. Ce que je peux dire, c'est que tout a déjà été dit, ou plus ou moins. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris des décisions pendant ces 3 dernières années, pas seulement sur la base de ce qu'il a trouvé ici, mais sur la base d'une expérience accumulée. Cette expérience m'a fait comprendre que ce dont le pays souffre, ce n'est pas la simple corruption, c'est des systèmes mafieux. Et j'ai eu le courage de mettre un coup de pied dans ces systèmes mafieux en apportant des systèmes qui bouleversent tout cela. Peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que j'ai été trop fort, mais j'ai rencontré en face de moi une volonté de me faire taire, de me mettre de côté pour ne pas gêner le statu quo. Je demande à chaque Congolais d'analyser, de ne pas se fier à la première phrase lue dans un tweet ou dans les groupes WhatsApp, d'analyser, et je fais confiance en leur capacité à comprendre. Une fois que cela sera fait, je n'aurai plus d'efforts à faire. Les choses iront d'elles-mêmes. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, et je serai prêt à parler davantage, mais je crois que les faits sont toujours têtus, et la vérité finit toujours par s'imposer d'elle-même. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce plateau spécial. Nous recevions Nicolas Kazadi, l'honorable Nicolas Kazadi. Il nous a parlé de tout ce qu'il pense être à notre disposition pour nous faire une idée exacte de ce qu'il lui-même a appelé une cabale politique qui a été à l'origine de toute cette détérioration de son image dans l'opinion. Nous espérons avoir participé ainsi à changer l'angle de perception de la réalité et que vous vous êtes fait une idée autre que celle que vous aviez au début de l'émission. Dans tous les cas, nul n'est parfait. S'il y a des choses que vous n'avez pas obtenues par cette émission,
Nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. Merci donc de votre soutien. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion sur plusieurs plateformes, mais aussi sur des chaînes partenaires, tout en les remerciant de nous avoir accueillis ici chez lui. Je voudrais aussi remercier Litsani Choukran, de Politico.cd, Élisée Odia et Eric Ambago. Voilà, c'est donc la fin, vraiment la fin. Chaque jour est une vie. Portez-vous bien. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.